Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler d'endométriose. En fait, c'est bon, un sujet qui me captive, mais ce genre d'événement, là, je trouve ça génial pour échanger des idées. Donc, vraiment, à tout moment, si vous avez des interrogations ou du feedback, vous voulez partager vos idées ou des idées de collaboration avec des chercheurs ou des patients qui voudraient partager des idées sur les projets de recherche, ça va me faire plaisir. C'est sûr que des fois, en visio, c'est plus difficile, mais soyez certains que si vous écrivez dans le chat ou que vous gardez vos questions pour la fin, on vous oubliera pas, mais n'hésitez même pas là, à m'interrompre pendant la présentation, ça me dérangera pas. Alors, qu'est-ce que c'est l'endométriose? En fait, c'est du tissu qui ressemble à l'endomètre. Donc, l'endomètre qui est le tissu qui saigne à chaque mois pendant les menstruations, qui va être ectopique, donc qui s'implante ailleurs que dans l'utérus. Ça peut causer beaucoup de dommages. En fait, je vous ai mis ici deux exemples lorsqu'on fait les chirurgies pour les patientes. Ça, c'est un cas plus précoce où on voit, là, ici, c'est pas des lésions qu'on... Donc, ici, c'est des petites lésions bleutées. Souvent, ça va prendre la couleur bleue. C'est comme le sang qui s'est oxydé, bleu-brun. Des fois, c'est rouge, très inflammatoire. Puis, on voit ici sur les ligaments de l'utérus qu'il y a des lésions qui se sont développées, puis il commence à avoir de la cicatrisation qui se fait, là. Il y a beaucoup de tissu fibreux qui se développe autour de par l'inflammation qui vient faire de la cicatrisation. Puis, déjà ici, on voit le rectum un peu qui est tracté vers l'utérus. Donc, on rentre par le nombril avec notre caméra, on voit l'utérus, ovaire de chaque côté, les trompes. Le rectum ici qui est derrière l'utérus. Puis ici, c'est un cas plus avancé. Donc, ici, on dirait un stade 1-2. Puis ici, c'est plus un stade 4 où on a le rectum qui est complètement collé derrière l'utérus, les ovaires qui sont collés. Donc, on peut rapidement comprendre que les femmes développent soit de l'infertilité ou des douleurs de par l'inflammation des lésions, puis l'infertilité par plusieurs mécanismes. Mais entre autres parce que ça peut bloquer les trompes, mais aussi l'inflammation peut nuire à l'implantation de l'embryon. Donc, voilà, par contre, fait intéressant, une patiente qui est à un stade précoce comme ça au niveau de notre stadage qui est plutôt chirurgical, qui va refléter la complexité chirurgicale, mais souvent le stadage qu'on a de 1 à 4 va pas vraiment corréler avec la sévérité des symptômes. Donc, on se rend compte qu'une patiente qui a un stade 1 ou 2 peut avoir des douleurs aussi sévères qu'une femme avec un stade 4. Et même, il y a des femmes avec un stade 4 qui sont complètement asymptomatiques, aucune douleur. Donc, c'est l'un des mystères de l'endométriose qu'on doit encore percer. Donc, l'endométriose, une femme sur 10, c'est énormément prévalent. C'est autant prévalent que le diabète euh, chez la femme. Donc, ça peut se présenter par des douleurs qui souvent vont commencer par la douleur menstruelle. Ensuite, la douleur va commencer à être de plus en plus sévère avec le temps. Donc, douleur lors des menstruations, mais ça peut devenir de la douleur plus chronique. Il y a un moment où ça devient tellement sévère qu'ils ont mal même en dehors des menstruations, souvent avec une exacerbation quand même au moment du segment de la menstruation. Ils peuvent avoir des douleurs aux relations sexuelles parce que de façon d'équilibre, quand ils sont debout, un des endroits où les lésions viennent le plus s'implanter, c'est derrière l'utérus. Donc, parce que une des premières hypothèses de l'endométriose, c'est que par reflux menstruel, il y a des lésions qui viennent s'implanter dans le ventre. Donc, un site commun, c'est derrière l'utérus, au fond du vagin. Donc, beaucoup de douleurs aux relations sexuelles. De la dyschésie, donc douleur quand le rectum est plein, puis qui va être soulagé lorsque la selle passe. Ça, c'est très commun parce que ça vient faire un nodule sur le rectum derrière l'utérus, puis il développe la douleur là. De la douleur en urinant ou quand la vessie est pleine, ça aussi, c'est lié à des lésions qui viennent s'implanter sur la vessie. Ils peuvent ressentir ça aussi comme des douleurs qui irradient au dos et de l'infertilité. Donc, il y aurait 50% des femmes avec infertilité qui ont aussi un diagnostic d'endométriose. On sait que ça a un impact énorme sur la vie. Donc, les femmes manquent du travail, ils n'atteignent pas leur plein potentiel, ils vont avoir de la difficulté à réaliser leurs activités sociales, s'occuper de leur famille. Donc, vraiment un impact dramatique sur la vie des femmes. Puis, on sait qu'il y a eu beaucoup de... Des fois, il y a un phénomène de normalisation
douleurs pendant les menstruations. Donc, il y en a beaucoup qui tardent à consulter. Puis même une fois qu'ils consultent, le diagnostic peut prendre du temps à être fait parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, beaucoup de conséquences sur la qualité de vie des femmes. On a aussi énormément de frais. Au Canada, c'est estimé à 2 milliards le coût en coût direct et indirect lié à l'endométriose. Donc, l'endométriose est devenue une priorité en recherche dans plusieurs pays. Ça a commencé avec France, Australie. En Australie, il y a le ministre de la Santé, pendant que j'étais en fellow là-bas, qui s'est excusé à la population d'avoir négligé cette maladie-là pendant autant de temps. Il y a énormément de fonds en recherche qui ont été débloqués. On commence à sentir le même mouvement au Canada. On a eu à l'automne là, une annonce pour notre Société canadienne de gynécologues et obstétriciens qui avait des fonds débloqués. On a de plus en plus d'IRSC aussi avec des priorités sur la santé de la femme, incluant l'endométriose. Donc, on sent que le vent change et la beauté, c'est qu'il y a énormément de travail à faire, énormément de choses à découvrir. Donc, je pense que c'est un sujet clairement d'intérêt. Donc, je veux revoir avec vous, il a fallu que je choisisse, il y a tellement de choses à parler, mais quelques peut-être défis dans la prise en charge clinique de l'endométriose et aussi notre projet de cohorte pan-canadienne qui, je pense, ouvre vraiment plusieurs opportunités pour des collaborations là, avec la recherche fondamentale euh, et avec d'autres groupes de recherche clinique. Donc, ce qui arrive avec l'endométriose, c'est que classiquement, les femmes ils commencent à développer des symptômes avec la ménopause, avec la ménarche, donc au début des menstruations. Et il va y avoir un début de leur douleur, mais ça va prendre vraiment un long laps de temps, souvent 7 ans, qui est rapporté dans la littérature avant le diagnostic. Donc, la maladie a eu le temps de faire des ravages. Et dans le passé, là, classiquement, les femmes avaient beaucoup de chirurgie pour essayer de contrôler leur douleur. Malheureusement, plus elles en ont, moins il y a de chances que ça fonctionne et des risques chirurgicaux aussi qui vont en augmentant. Donc, le but, c'est de faire un diagnostic plus précoce, retarder la première chirurgie, éviter les chirurgies répétées et voire peut-être même avoir besoin d'aucune chirurgie si on arrive à agir assez tôt. Euh, donc, un des gros enjeux pour arriver à ces points-là, c'est en fait de vraiment là, traiter tôt, diagnostiquer tôt. Puis en fait, c'est que dans le phénomène de la douleur en endométriose, il y a de l'inflammation chronique qui amène de la sensibilisation périphérique, de la sensibilisation centrale, un état d'hyperalgie, les muscles du plancher pelvien se contractent. Puis lorsqu'on est dans cette plus on progresse dans la cascade, plus on arrive dans des femmes qui deviennent très difficiles à traiter. Lorsqu'on est juste au début où il y a de l'inflammation qui crée de la douleur aux menstruations, c'est beaucoup plus facile à traiter cliniquement que lorsqu'on est rendu dans la spirale où il y a même la douleur pelvienne chronique en réaction à la douleur de l'endométriose, puis là, de la sensibilisation centrale. Très, très difficile. Donc, on veut prévenir cette escalade de la douleur. On a beaucoup d'avancées au niveau du diagnostic de l'endométriose. Dans notre cohorte, on travaille beaucoup avec l'échographie. Il y a beaucoup en fait, nos appareils sont meilleurs. On arrive à détecter par les signes du glissement les adhérences qui se créent entre les organes qui sont plutôt précoces là, dans le développement de la maladie. C'est encore très difficile de voir les petites lésions juste superficielles comme vous avez vu au début, mais lorsque les organes commencent à se coller ou qu'il y a un kyste d'endométriose au niveau des ovaires qui se développe, on est capable de bien voir et l'écho serait rendu aussi bonne qu'une résonance magnétique. Donc, on essaie d'améliorer l'accès à l'échographie puis de bien étudier son plein potentiel et ça permet d'éviter une chirurgie puisque classiquement, l'endométriose était vraiment juste diagnostiquée à la chirurgie et c'est en train de changer. Justement, à la chirurgie, plusieurs techniques par fluorescence qui permettent de mieux voir la vascularisation qui ont été étudiées, qu'on a révisées là, dans une revue systématique pour mieux identifier les lésions à la laparoscopie parce qu'on se rend de plus en plus compte que même en chirurgie avec un laparoscope, avec la simple lumière blanche, on peut manquer des lésions. Ça peut expliquer certains échecs chirurgicaux. Il y a des lésions qui sont visibles, probablement plein de petites lésions aussi qui sont microscopiques ou plus difficiles à voir. Donc, ces techniques d'imagerie-là pourraient peut-être améliorer la détection des lésions pendant la chirurgie et le traitement chirurgical. Mais bien que oui, on voit dans les données qu'elles améliorent la détection, on n'est pas encore sûr de leur impact clinique. Est-ce que ça améliore vraiment les symptômes des femmes? Ce qui est certain, c'est qu'on a tendance à faire des résections larges et lésions, sachant qu'on manque beaucoup de lésions avec le simple laparoscope.
On veut aussi éviter les chirurgies en donnant des traitements efficaces le plus tôt possible. Donc, on sait que les traitements suppressifs existants, qui sont tous des traitements qui agissent sur les hormones, sont efficaces pour traiter les douleurs et pour éviter une chirurgie et pour prévenir les récidives après la chirurgie. Donc, l'idée, c'est que c'est du tissu endométriotique, donc ça pousse sous les estrogènes et la progestérone va avoir tendance plutôt à l'atrophier. Donc, tous nos traitements ont comme objectif de diminuer l'estrogène circulant. On a la pilule contraceptive qui peut marcher, mais le peu d'estrogène qu'il y a dedans déjà peut venir stimuler les implants d'endométriose qui ont beaucoup plus de récepteurs à estrogène qu'à progestérone. Donc, souvent, on a tendance à même en première ligne aller vers les traitements progestatifs. Puis, il y en existe vraiment plusieurs par la bouche, en injection, le stérilet de lévonorgestrel qui va agir mieux sur l'utérus plutôt que de façon systémique. Mais bon, c'est une autre alternative. Ou les agonistes ou antagonistes de la GnRH qui vont venir bloquer l'axe puis diminuer les estrogènes. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui les tolère, ces traitements-là. Mais la grande majorité, en général, 80 vont être satisfaites de ces options-là, puis ça va permettre d'éviter une chirurgie. On sait aussi, on a de plus en plus d'évidence que plus on le donne précocement, plus on empêche la progression, donc les conséquences à long terme de douleurs pelviennes chroniques, d'évolution vers la douleur pelvienne chronique ou vers de l'infertilité. Donc, très important dans le traitement de l'endométriose. Il y a des effets secondaires des fois qui empêchent leur utilisation. Il y a le prix qui peut être limitant et beaucoup de craintes, surtout avec les réseaux sociaux. On a beaucoup de craintes de la part des femmes. L'important, c'est de s'assurer que les patientes ont une bonne compréhension. Moi, je leur dis souvent, ça vaut la peine de l'essayer. C'est pas parce que vous connaissez une personne qui a une expérience négative que dans votre cas, ça va l'être. Il y a quand même 80 de femmes qui sont très satisfaites et c'est des traitements efficaces. Malheureusement, la chirurgie agit à un moment, mais ensuite, la maladie peut revenir. Donc, ce traitement-là, même avec une chirurgie, demeure pertinent pour prévenir les récidives. Ici, c'est une autre revue systématique qu'on a fait qui montre que le traitement suppressif en post-opératoire aiderait même à favoriser la fertilité. Donc, lorsque la guérison se fait avec un traitement suppressif, on vient probablement diminuer l'inflammation. On a des plus grandes chances de tomber enceinte par la suite. Donc, encore une autre belle utilité de notre traitement suppressif. Ici, c'est l'une des très nombreuses études qui montrent que, par exemple, le Dienogest, qui est un progestatif, permet de réduire à moins de 5 les récidives de kystes ovariens d'endométriose après la chirurgie, alors que les chances sont énormes de récidives sans aucun traitement. Les femmes qui prennent aucun traitement après la chirurgie ont une chance sur 2 à 5 ans en général d'avoir une récidive de leur endométriome, qui est le kyste d'endométriose à l'ovaire. Donc, très important de prendre ces traitements-là. Maintenant, moi, je m'intéresse beaucoup à la chirurgie. Je prends des prélèvements aussi de biobanque lorsqu'on opère les patientes. Donc, au niveau de la chirurgie, un des éléments qui m'intéresse beaucoup, en fait, ça, c'est une vieille étude, mais qu'on cite encore beaucoup là, en prise en charge chirurgicale d'endométriose, où on compare, c'est ça, une femme qui veut tomber enceinte, on doit absolument garder son utérus. Par contre, si la femme ne désire compléter sa famille ou est certaine qu'elle ne veut pas d'enfant, le fait d'enlever l'utérus va en général diminuer le risque de réopération. Mais il y a aussi beaucoup de cliniciens qui ont régulièrement enlevé les ovaires aux femmes, comme les ovaires produisent l'estrogène. C'était vu comme un traitement d'enlever les ovaires, comme ça on diminue l'estrogène circulant. Par contre, ce n'est pas sans conséquences, comme je vais vous le présenter, parce que la ménopause précoce peut avoir des impacts très importants sur la femme. Et ici, ce que je vous montre, c'est que lorsque on fait l'excision juste des lésions d'endométriose, puis ça, c'était une très bonne équipe là, qui faisait des chirurgies optimales, le risque, c'est ça, en général, une chance sur 2 d'être réopéré à 5 ans lorsqu'on fait juste enlever les lésions. Par contre, lorsqu'on enlève l'utérus, le risque de récidive diminue énormément. Puis la différence lorsqu'on enlève les deux ovaires n'est pas si grande. Donc, le bénéfice d'enlever les deux ovaires ne serait pas si important, seulement un 5 de différence à ce niveau-là. Ici, c'est une grosse étude là, qui a utilisé les données KI, donc toutes les données administratives au Canada. Et on voit la même chose, le risque d'être opéré lorsqu'on enlève les ovaires ou non, lorsqu'on enlève l'utérus, il demeure très faible. Il y a moins de 2 de réopération dans ces deux groupes-là. Donc, pourquoi enlever les deux ovaires? Puis là, je vous fais réfléchir.
Puis on disait à un homme que le traitement à sa maladie serait de lui enlever les deux testicules. Je suis convaincue qu'il nous dirait, docteur, s'il vous plaît, trouvez une autre solution. Donc, je vais vous montrer que même chez la femme, enlever les deux ovaires, c'est vraiment pas banal. La ménopause prématurée va augmenter le risque cardiovasculaire, d'AVC, d'infarctus. On augmente l'ostéoporose, le déclin cognitif. Puis bien sûr, la ménopause, tous les symptômes associés à la ménopause qui sont parfois très inconfortables vont arriver plus tôt. Et lorsqu'on l'enlève, les ovaires chirurgicalement, donc la ménopause chirurgicale, au lieu d'avoir une diminution progressive des hormones dans le temps, du jour au lendemain, la femme se réveille, elle n'a plus d'hormones. Donc, c'est encore plus sévère au niveau des bouffées de chaleur, mais aussi plus de sécheresse vaginale, dysfonction sexuelle, migraine, athérosclérose et même plus de dépression qui mène au suicide par rapport à une ménopause précoce qui surviendrait progressivement là, par une insuffisance ovarienne. Donc, loin d'être banal, et un super papier qui est paru dans le Lancet avec plus de 300 000 femmes de différentes cohortes dans différents pays. Et on voit que vraiment, là, chaque tranche d'âge compte au niveau de l'augmentation du risque cardiovasculaire. Puis, on a même fait des sous-groupes où on regardait les femmes qui prenaient des suppléments d'hormones, à qui on enlève les deux ovaires, mais on les supplémente en hormones. On a longtemps cru que ah, c'est parfait, on règle le problème en leur donnant les suppléments. Mais ces femmes-là avaient un plus haut risque d'AVC et un risque cardiovasculaire d'infarctus égal. Donc, et c'est probablement dû au fait que les femmes, même si on leur prescrit, souvent elles vont pas nécessairement le prendre. Puis là, elles vont avoir de la misère à avoir accès à leur médecin. Donc, elles vont le prendre 1, 2 ans. Elles vont arrêter de le prendre 2 ans. Là, elles recommencent à le prendre. Puis là, leur sang devient plus procoagulant. Donc là, elles font plus d'événements alors qu'on pensait prévenir la maladie. Mais en utilisation parfaite, en effet, ça semble prévenir, mais dans la vraie vie, c'est pas ça qui se produit. Donc, ce que je propose, c'est de faire la guerre à la maladie et non faire la guerre aux ovaires. En clinique, nous, on a comme un dilemme qu'on veut mieux étudier et c'est de voir est-ce qu'on garde au moins un ovaire pour prévenir la ménopause précoce, mais proposer un traitement suppressif comme la progestérone que je vous ai montré pour prévenir la récidive. Ou est-ce qu'on devrait favoriser la ménopause chirurgicale avec une hormonothérapie de remplacement? À vrai dire, il manquait atrocement de données. Puis les données que je vous ai présentées, c'était sur des réopérations. Mais imaginez-vous comment c'est facile de dire je ne l'ai pas réopéré. C'est sûr, une fois qu'on a enlevé les ovaires, l'utérus, il n'y a pas grand-chose à enlever par la suite. Donc, facile de prouver qu'on n'a pas réopéré. Mais qu'en est-il de sa qualité de vie et de son bien-être? Puis là, on a énormément besoin de données de bonne qualité pour voir c'est quoi la qualité de vie. Est-ce que les patientes qui ont leur ménopause chirurgicale ont une moins bonne qualité de vie ou non? Donc, voilà ce qu'on veut étudier dans ma cohorte, entre autres. Et on va aussi regarder là, les scores de fonction sexuelle et les scores de douleur. Donc, notre cohorte inclut des femmes qui ont de la douleur pelvienne ou de la suspicion d'endométriose. Ici, c'est le résumé là, de ce qu'on leur fait faire. En fait, on a des questionnaires standardisés qui ont été développés par la World Endometriosis Research Foundation, par des groupes d'experts. Donc, on questionne toute leur histoire médicale, antécédents. On a des belles caractéristiques cliniques. On regarde leur qualité de vie par des scores qui ont été là, validés et qui sont standardisés pour l'endométriose. Les scores de fonction sexuelle, on a des scores aussi pour évaluer le genre. On a des scores aussi pour l'anxiété et les scores de sensibilisation centrale pour la douleur. On a aussi le Pain Catastrophizing Questionnaire. Ensuite, ça, ils complètent tout ça à la visite initiale. On est en train de rendre l'échographie spécialisée disponible pour toutes nos participantes. Donc, elles ont une échographie. Ensuite, qu'elles choisissent une prise en charge médicale ou chirurgicale, elles vont avoir un suivi de 6 mois à 10 mois. C'est juste que le suivi va débuter à la visite lorsque c'est un traitement médical, mais après la chirurgie, c'est pas rare qu'elles attendent 1 an à 1 an et demi pour leur chirurgie. Donc, ils débutent après la chirurgie lorsque elles ont une prise en charge chirurgicale. Lors des suivis, on leur refait
repasser là, les scores de douleur, les scores de qualité de vie, de fonction sexuelle là, à toutes les visites et on fonctionne par REDCap. Donc, c'est par leur adresse email qui ont des suivis automatiques. Donc, on a un quand même très bon follow-up chez ces patientes-là. À la chirurgie, on collecte du sang, de la salive, de l'urine. On a aussi la possibilité d'aller chercher des tissus pendant la chirurgie, mais ça, je le fais à la pièce selon mes collaborations avec des chercheurs. Euh, Puisque la conservation dans la paraffine, on m'a informé que c'est pas super, puis souvent les prélèvements n'ont pas une bonne espérance de vie, là. Il faut les jeter après 2, 3 ans. Donc, on attend d'avoir des projets, mais on peut fournir des tissus sans problème. Et on peut prendre des biopsies de l'endomètre également. On réserve la biobanque aux femmes de notre cohorte chirurgicale pour le moment, mais on pourrait l'élargir aussi à celles qui ont des traitements médicaux. Mais c'est simplement que ce sous-groupe-là nous permet de vraiment bien stader la maladie et de confirmer les lésions d'endométriose, à savoir si elles en ont ou pas. Donc, une belle possibilité aussi de tester des molécules pour des tests diagnostiques ou pour tester, en fait, ce qu'on fait présentement avec Sylvie Breton à Québec, on teste le récepteur P2Y14 qui a un impact dans l'inflammation. Donc, pourquoi il y a des femmes qui ont très mal, d'autres qui ont presque pas de symptômes de douleur? Est-ce qu'il peut y avoir une réponse inflammatoire aux implants d'endométriose qui diffère d'une patiente à l'autre? On essaie de trouver les explications à ça par des marqueurs sanguins ou des récepteurs au niveau du tissu qui pourraient nous expliquer les différences entre les patients parce que présentement, notre stadage n'arrive pas du tout à expliquer là, les différences entre les patients. On a publié en fait la validation en canadien-français du questionnaire WORth qu'on utilise. Donc, présentement, nos questionnaires sur REDCap sont disponibles en français et en anglais, donc possibilité d'inclure des patients là, anglophones et francophones. Euh, Comme vous voyez, là, ils peuvent compléter tout leur questionnaire en ligne. Ici, c'est juste un rappel là, sur la biobanque, puis on a leur consentement pour l'analyse de matériel génétique également. On a prévu ça dans leur consentement de biobanque. Présentement, on a 443 femmes, 131 ont eu une écho, 138 ont eu la chirurgie et 57 sont dans la biobanque. Et là, c'est plutôt récent, mais là, on prend de l'expansion. Puis c'est ça, 443 qui ont fait le questionnaire initial. Il y a aussi que je suis en train de travailler avec, en étant le co-chair de Ken Weiser, qui est une organisation là, de chercheurs en gynécologie au niveau du Canada. On essaie, je partage ma plateforme que j'ai créée avec d'autres centres canadiens pour essayer de grossir plus vite, qu'on ait plus de données à partager, puis une plus grande biobanque. Donc, présentement, il y a Québec et Vancouver qui font une biobanque, mais Vancouver, je crois que c'est pas très développé, mais ça s'en vient. Puis tous les autres centres ont manifesté leur intérêt et utilisent la plateforme REDCap bilingue qu'on a développée pour recruter des participantes. Ici, je vous présente juste un projet intéressant aussi qu'on a fait avec nos scores de qualité de vie. On a demandé aux femmes c'était quoi leur score pré-op, qui est en fait leur score de douleur préopératoire, non, leur score de qualité de vie préopératoire, qui est le petit point bleu. Puis en orange, c'est le score qu'elles souhaiteraient avoir après la chirurgie pour considérer que c'est un succès. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que la majorité des femmes, en fait, tout ce qu'elles veulent, peu importe leur score pré-op, c'est souvent soit une minime amélioration pourrait améliorer leur qualité de vie, mais la majorité veulent être en bas de 40. Donc, plus le score est bas, plus ils ont une belle qualité de vie. Donc, ces femmes-là veulent juste une vie normale. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'études qui traitaient là, des différences moyennes, qui ne voulaient pas cliniquement dire grand-chose. Les femmes ne veulent pas une diminution moyenne de qualité de vie, elles veulent se retrouver à un score en bas de 40 qui représente un fonctionnement plutôt normal, qui arrête d'avoir un impact vraiment sur leur vie de tous les jours. Au niveau des scores de douleur, malheureusement, il y a moins de... C'est très, très variable d'une patiente à l'autre, puis il y a tellement de symptômes de douleur que ça devient difficile à étudier de façon combinée. Puis, c'est pas toutes les femmes que la douleur à relation sexuelle va avoir un impact aussi grand que douleur aux menstruations qui peut l'empêcher d'aller travailler, mais chez une autre, ça peut être différent. Les symptômes de douleur de façon individuelle sont beaucoup plus difficiles
à étudier. On peut les combiner, mais les gens ne font pas toutes la même chose. Donc, c'est sûr, les VAS scores sur 10 sont assez standards, mais notre conclusion, c'est que d'étudier la qualité de vie serait quelque chose de probablement à favoriser en outcome primaire. Et notre but est vraiment là, d'aller voir quels sont les facteurs qui vont entrer en association avec l'intensité de la douleur et l'impact sur la qualité de vie. C'est encore très peu connu. Comme je vous ai dit, la nature des lésions n'arrive pas à expliquer la variabilité des douleurs entre les patientes. Donc, il faut aller chercher d'autres explications, des comorbidités de la douleur, la douleur musculo-squelettique, les syndromes de sensibilisation. Ils ont aussi un impact sur la réponse à nos différents traitements. Donc, quels sont les modulateurs de l'inflammation? Donc, beaucoup, beaucoup de choses à étudier et à découvrir dans le futur à ce sujet-là. Donc voilà, puis en conclusion, je veux qu'on garde beaucoup de temps pour la discussion. Bien, j'espère que je vous ai convaincu que ça vaut la peine d'étudier l'endométriose, qu'il y a énormément d'opportunités pour faire des découvertes comme ça a été négligé tellement d'années au niveau de la recherche. Donc, j'espère avoir suscité votre intérêt et s'il vous plaît, si jamais vous avez des idées, j'espère que vous accepterez de nous les partager. Voilà.